Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce module 2 de nos webinaires sur la communication et le marketing responsable. On va démarrer tout de suite. Avant de démarrer, quelques recommandations. Si vous n'avez pas encore écrit vos noms et prénoms pour vous identifier, s'il vous plaît, faites-le. Autrement, nous ne serons pas en mesure de vous envoyer le support de la présentation. Vous pouvez, pour bien nous entendre, activer le son de votre ordinateur, mais désactivez vos micros. Je précise également, si vous nous suivez par téléphone, merci de désactiver vos micros également. Et s'il vous plaît, parce qu'on se doute que la plupart d'entre vous sont chez eux, mais même si vous n'êtes pas chez vous, si vous deviez avoir un double appel, s'il vous plaît, raccrochez, mais ne nous mettez pas en attente, parce que ça risque de nous mettre en difficulté. Ça nous est déjà arrivé lors d'un précédent webinaire et on a eu la musique d'attente pendant quelques temps. On a dû déconnecter tout le monde et reconnecter. Donc, si vous avez un appel très important auquel il faut que vous répondiez en même temps, raccrochez et reconnectez-vous par la suite. Voilà. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chatter. On prévoira évidemment des temps d'échange, questions-réponses. Donc, je suis Laure et je suis accompagnée, comme d'habitude, de François, mais de manière un petit peu plus distante que d'habitude. Du coup, c'est moi qui vais principalement dérouler aujourd'hui et François prendra la main également pour répondre, enfin pour apporter des éclairages et répondre à certaines de vos questions. Pour ceux qui n'étaient pas là lors du précédent module, nos objectifs, donc, qui se décomposent en 4 modules. Donc, nous sommes aujourd'hui au module 2. L'objectif est donc de renforcer vos connaissances sur les sujets de la communication et du marketing responsable liés aux emballages et au papier, je le précise. Mieux comprendre en quoi cela représente une source d'opportunité pour vous de communiquer sur les actions que vous menez relativement à vos emballages et à vos papiers. Savoir aussi comment vous lancer. On passera un peu plus de temps lors du module 3 sur le plan de com et puis comment éviter les pièges et valoriser vos engagements. Donc aujourd'hui, on va largement échanger justement sur ces fameux pièges, comment éviter le greenwashing et décrypter les labels environnementaux. En commençant par vous expliquer de quoi on parle lorsqu'on parle d'allégation, puisque c'est le terme consacré. Une petite définition en intro de la communication responsable pour qu'on sache tous de quoi on parle. Le point sur les allégations, les marquages environnementaux que vous voyez souvent et que vous-même certainement apposez sur vos emballages. Quelques supports de référence évidemment, des éclairages liés à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, puisqu'il y a quelques impacts qui sont à prendre en compte, et puis évidemment une session de questions-réponses. Nous avons 1 heure devant nous. Alors, la communication responsable, de quoi parle-t-on ? Pour mettre les choses au clair, assez simplement, on ne va pas parler ici de communication RSE, ou plutôt on ne va pas parler uniquement de communication RSE. La communication responsable, elle irrigue en fait toutes les prises de parole de l'entreprise, quelle qu'en soit la cible, la nature ou le canal, c'est-à-dire aussi bien auprès de vos consommateurs que de vos parties prenantes. Donc on pourrait comparer ça, on va dire, à une éthique de communication, une espèce de prérequis qui soit relatif aux aspects sociétaux et environnementaux, qui vont orienter la conception des messages, orienter l'utilisation de certains supports, etc. Cette communication responsable, évidemment, elle tend à valoriser les engagements de votre marque, de votre entreprise, en tout cas de l'entité qui communique dans le cadre de ces prises de parole.
mais aussi parfois responsabiliser les destinataires de ce message. Pour prendre un exemple, on sait que l'Union des marques, anciennement Union des annonceurs, édite notamment une charte de la communication responsable et que certaines marques qui produisent des produits à destination des enfants s'engagent dans leur publicité à ne pas viser directement cette population-là avec des publicités commerciales. Voilà. C'est un des pans. C'est aussi de cela qu'on parle, nous, lorsqu'on parle d'allégations environnementales sur les emballages. Grande question. Comment éviter le greenwashing et les allégations mensongères? Alors déjà, on va repartir des définitions. Donc, allégation environnementale, c'est vraiment le terme qui est consacré. Donc, une allégation, pour que ce soit vraiment bien précis pour tout le monde, ça représente toute affirmation, indication ou symbole, illustration ou représentation graphique qui indique un avantage environnemental relatif à un produit, un composant, un emballage ou une démarche de l'entreprise. Elle peut prendre différentes formes, c'est-à-dire que ça peut être des mentions, ça peut être aussi une couleur, un logo, un marquage, quelle que soit sa forme. Donc vous voyez, une allégation environnementale, c'est extrêmement protéiforme, et ça s'oppose au greenwashing qui est, alors ça c'est vraiment un terme officiel, une communication auprès du public qui utilise l'argument écologique pour donner une image éco-responsable éloigné de réalité, et c'est bien ce point qui est important. Et finalement, quand on parle d'allégations mensongères ou erronées ou trompeuses, on parle, en tout cas, on se rapproche très fortement du greenwashing. Alors, les caractéristiques d'une bonne allégation, on va dire, c'est d'abord qu'elle doit être proportionnée, c'est-à-dire qu'elle doit indiquer clairement la part de l'emballage qui est concernée par ce qu'on dit. Donc, typiquement, dans le cas d'une bouteille d'eau, est-ce que c'est le bouchon, est-ce que c'est la bouteille, est-ce que c'est le film de fardelage? Typiquement, si on parle aussi d'intégration de matières recyclées, il faudra donner un pourcentage clair. Le deuxième point, c'est que l'allégation, elle doit être conforme aux réglementations. On ne peut pas utiliser n'importe quel mot, n'importe quel label à sa guise. On va le voir par la suite avec certaines allégations qui sont désormais interdites avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et voilà, on ne peut pas utiliser en tout cas tous ces mots ou labels au risque de tromper le consommateur et du coup d'avoir la sanction, que ce soit une sanction officielle ou une sanction en termes de réputation. L'allégation environnementale doit être juste au sens de la loi Grenelle 1, c'est-à-dire qu'elle doit être sincère, objective et complète. Elle doit être pertinente en termes de bénéfices qui sont attendus pour l'environnement, c'est-à-dire qu'elle doit être cohérente. Le contre-exemple typique, ce serait de dire, par exemple, cet emballage sauve la planète. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas pertinent lorsqu'on présente une allégation de ce type-là. Elle doit être évidemment compréhensible par le consommateur, et ça, c'est absolument clé. C'est-à-dire qu'il y a des termes qui sont utilisés par nous qui travaillons dans ce domaine-là, par les gens du PAC, par les gens du marketing, mais qui sont absolument pas compris par les consommateurs. Donc, une bonne allégation, une allégation qui soit juste, elle ne doit nécessiter ou mobiliser aucune connaissance particulière pour pouvoir être comprise. Donc, il y a des textes qui permettent de sanctionner une allégation environnementale. Ça va être notamment le Code de la consommation qui définit la publicité mensongère et qui prévoit des sanctions en termes de pratiques commerciales trompeuses. Donc ça, c'est des dispositions qui sont communes à l'ensemble des pays de l'Union européenne, et elles découlent d'une directive européenne. Voilà, c'est sur la base de ces textes-là qu'il est possible notamment de sanctionner certaines allégations lorsqu'elles sont infondées ou trompeuses. Après, les allégations, elles sont aussi encadrées par d'autres outils. C'est les fameux documents de référence qu'on vous donnera à la fin de ce module. On pense notamment à la RPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui élabore notamment des règles de déontologie publicitaire et qui a pour mission de les faire appliquer. Donc voilà un cadre aussi, on va dire, contraignant, même si non sanctionnant. Et la RPP a notamment développé des recommandations plus spécifiques sur les items développement durable et produits cosmétiques
qui aborde cette problématique des allégations environnementales. Voilà, on notera aussi le guide des allégations environnementales du CNE, entre autres. Alors, on va commencer dans le dur. Question. Et là, vous pouvez répondre dans le chatter. Peut-on écrire respectueux de l'environnement sur un emballage? Vous Clavier. Non, 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 non. Oui, un peu de oui, un peu de non. Je reprends un peu le chatter. Il y a des personnes qui avaient qui voyaient toujours la même slide ou qui avaient un problème de son. Est-ce que vous pouvez juste me préciser si vous avez bien le son? Désolée, hein, on est en organisation un peu particulière. Oui, c'est bien un slide avec un chat, tout à fait. Oui, nickel. Bon, j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Donc, on continue. Peut-on écrire respectueux de l'environnement sur un emballage? Eh bien, c'est non. Le terme, en tout cas la mention respectueux de l'environnement, c'est considéré comme une allégation qu'on appelle globalisante, à l'instar de écologique, vert, protège la nature. Donc ça, c'est des allégations, notamment respectueux de l'environnement écologique, qui jusqu'à présent pouvaient être utilisées à certaines conditions, c'est-à-dire vraiment en apportant les preuves spécifiques de l'intérêt, on va dire, écologique du produit et ou de l'emballage, mais en étant nuancé. C'est-à-dire que seule une réduction importante des principaux impacts environnementaux du produit tout au long du cycle de vie permettait de justifier de l'emploi de ce type de formule-là et des synonymes. Mais dans tous les cas, les termes devaient être relativisés afin de ne pas laisser croire en l'innocuité du produit ou de l'emballage sur l'environnement. Typiquement, on parlait d'emballage plus écologique par rapport à l'emballage précédent ou plus respectueux de l'environnement puisque la marque s'est engagée dans une démarche particulière, notamment d'éco-conception. Donc, avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, désormais, on ne peut plus utiliser ce type de mention. Alors, la loi, elle parle aujourd'hui, dans le texte de la mention respectueux de l'environnement ou toute mention équivalente. Donc ça, ça doit être défini et précisé par décret. Alors, loi applicable dès aujourd'hui, il me semble que c'est que la mise en application et au 1er janvier 2022 pour cet article 13 à vérifier, c'est soit 1er janvier 2021, soit 1er janvier 2022. J'ai un petit doute là parmi finalement tous les articles qui impactent les allégations, les marquages aujourd'hui. Néanmoins, qu'on soit clair, on vous recommande de plus l'utiliser dès aujourd'hui, parce qu'on sait déjà qu'il y a un certain temps d'écoulement des packs, et puis aussi parce que c'était pas forcément des allégations qu'on recommandait, ou en tout cas avec beaucoup de précautions. Et aussi beaucoup d'apports de preuves, comme j'ai pu l'indiquer précédemment. Donc, ce que je disais, c'est que cet article il doit être précisé par décret et on peut tout à fait penser que le ou toute mention équivalente vise toutes les allégations qu'on peut considérer comme globalisantes. Il faut comprendre, et c'est pour ça que voilà, il y a l'éclairage de la loi, mais c'est ce qu'on vous disait. Après, il y a des recours que nous on peut vous faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ce qu'on constate, parce que nous on mène des études qui nous permettent aussi de voir quelle est la compréhension des allégations environnementales, c'est que les consommateurs ils ont un niveau de compréhension qui est extrêmement inégal selon les allégations. Et en plus, qu'il y ait des niveaux de sensibilité qui sont à l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut être très sensible à la cause environnementale ou pas, ça va pas du tout avoir une influence sur la compréhension qu'on va en avoir. Et en fait, les choix des consommateurs, ils sont davantage guidés par des croyances, des perceptions, que par une réelle connaissance des bénéfices qui sont induits par telle ou telle allégation, ni par un décryptage spontané des informations des pictogrammes qu'il va y avoir sur les packs. Et là, c'est important d'avoir ce point en tête parce qu'on constate qu'il y a des allégations qui sont très bien comprises, mais que derrière, il y a une perception qui peut être erronée.
Si je prends l'exemple de l'allégation biodégradable, alors là, pas de spoiler, hein, ça c'est une allégation qui désormais est interdite sur les packs, je vais y revenir dans un instant, mais c'est une allégation que nous, on avait un petit peu creusée dans le cadre d'une étude en 2018. Et en l'occurrence, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait un niveau de compréhension qui était très élevé, c'est-à-dire que oui, les shoppers comprenaient bien de quoi on parlait lorsqu'on parlait de biodégradabilité, c'est-à-dire quelque chose qui se dégrade seul, qui se décompose dans la nature, mais du coup, ça amenait à une perception de l'emballage qui était totalement erronée. D'ailleurs, si vous lisez les verbatims que là vous voyez à l'écran, c'est quand même assez révélateur. Donc, si on le laisse tomber, il va se décomposer de telle sorte qu'il ne va pas laisser une trace dans la nature. Donc, ce qu'on voit, c'est que avec une mention biodégradable sur un emballage, on avait une espèce de licence aux déchets sauvages qui pouvait induire derrière des comportements totalement inadaptés. Et ça, qui relevait du fait finalement d'une vision totalement idéalisée d'un emballage qui n'aurait aucun impact sur l'environnement. Donc nous, c'est une allégation qu'on ne recommandait absolument pas sur le pack, mais il se trouve que le législateur a également tranché et interdit désormais de faire figurer cette allégation sur le pack. Une autre allégation qui est assez connexe, c'est celle de compostable. Dans l'esprit des consommateurs, compostable, c'est quelque chose qui va dans le compost au fond du jardin. Donc, pour répondre aussi à la question que je vois dans le chatter, je suis désolée, hein, j'essaierai de prendre des questions un petit peu plus tard parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je pense que François est en train de regarder aussi. On prendra un petit temps sur la question du home compost. Justement, la loi tranche sur le fait que un emballage ne peut indiquer compostable que s'il est compostable effectivement à domicile et pas en unité industrielle, puisque aujourd'hui il n'y a pas de filière au niveau national et du coup ça n'a en plus aucune espèce de représentation dans l'esprit des consommateurs. Donc pour ce qui est de compostable, ce terme ne peut être utilisé que dans le cadre du home compost. Alors évidemment, cette question de la compréhension par rapport à celle de la perception, on pourrait se dire que du coup on peut utiliser certaines allégations en se disant qu'il peut y avoir que ça peut induire des perceptions qui nous seraient favorables. Là évidemment on vous le conseille pas. C'est aussi la question de la responsabilité des marques. Une information sur le pack, elle est là pour informer et éclairer le consommateur, mais aussi, et ça c'est un point qui est absolument clé pour créer de la confiance. On avait vu lors du module 1 que il y avait de fortes attentes exprimées en direction des marques, mais en gros, depuis une quinzaine d'années, l'indice de confiance des consommateurs envers les entreprises avait baissé de 30 points. Et l'information clairement que vous leur délivrez, elle joue finalement dans la confiance que les consommateurs vont avoir en votre marque et vont avoir en votre produit. Alors, si on regarde maintenant plus précisément, on va dire les recommandations avec quelques do's et quelques don'ts. Il y a 3 points principaux. Le premier, avant de claimer quelque chose sur votre emballage, c'est déjà vous assurer que votre couple emballage-produit est bien, entre beaucoup de guillemets, écologique. Donc, l'avantage que vous mettez en avant diminue les impacts les plus importants de votre produit et de votre service par rapport à l'emballage précédent, qu'il va au-delà de ce que la loi existe. Et là, je vous demande de regarder l'exemple en haut à droite avec ce petit logo que ceux qui sont nés dans les années 80 ou avant ont connu, préserve la couche d'ozone qu'on voyait sur les déodorants. Bon, il se trouve que les fameux gaz qui étaient accusés de faire objectivement de faire des trous dans la couche d'ozone ont été interdits depuis 96. Donc en fait, il n'y a plus lieu d'indiquer préserve la couche d'ozone et ça n'a pas vocation à être un avantage compétitif d'un produit par rapport à un autre.
Et puis, on vérifie aussi que notre produit, hein, je parle de produit parce qu'on parle évidemment de couple emballage-produit, les ACV, elles concernent ce couple emballage-produit. Il a été évalué sur la base de critères sérieux par un organisme compétent, typiquement via le biais d'une analyse du cycle de vie et d'une revue critique. Donc là, si on regarde un petit peu les exemples, sur le deuxième dont, là on est sur un produit cosmétique qui claime des formules naturelles. Or, le terme de formule naturelle ne peut être claimé dès lors que la composition des produits n'est pas composée à 95% de composants naturels. Or là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Et en ce qui concerne Pressad, alors là c'est un petit peu voilà, c'est écrit un petit peu petit, peut-être sur vos écrans. Il y a différentes informations, donc ça c'est quand même un bon point de vouloir communiquer sur différentes choses qui relèvent de la démarche, hein, au-delà du seul emballage. Donc là le point sur l'emballage qui parle de la certification FSC est très intéressant à mettre en avant. En revanche, le fait que Pressad contribue à la transition énergétique et s'engage pour les énergies renouvelables, en l'occurrence, il n'y a pas de discours de preuve qui puisse étayer cette allégation, donc c'est pas quelque chose qu'il faudrait mettre sur le pack. Si on passe au second point, donc évidemment, c'est le point que je viens de soulever, c'est apporter des preuves concrètes. Donc, des preuves concrètes, ça veut dire des preuves chiffrées, donc informer sur la nature déjà qualitative de la réduction. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de l'utilisation de ressources, de l'intégration de ressources recyclées, d'émissions de CO2, etc. Et puis d'en donner évidemment une évaluation qui soit quantitative avec des chiffres, des pourcentages, des comparaisons avec l'ancien emballage ou l'ancien produit, comme j'ai pu l'indiquer juste avant. Et puis, on donne facilement accès aux preuves de l'avantage qu'on annonce. C'est-à-dire que, évidemment, on ne pourra pas tout développer. Le pack n'est pas le lieu de la pédagogie. On sait qu'il est déjà extrêmement saturé en information. Mais donner un pourcentage, ça, vous pouvez tout à fait le faire sur le pack. Et après, si vous avez une analyse de cycle de vie plus complète dont vous souhaitez partager plus de résultats, vous pouvez le faire via le biais d'une page web, par exemple. Alors là, si on a trois exemples, l'exemple du bac, flacon recyclable et contenant du plastique recyclé. En l'occurrence, ça, c'est déjà, ça n'est pas étayé. On ne sait pas à quelle hauteur ce flacon contient du plastique recyclé. Notez qu'avec la loi anti-gaspillage et économie circulaire, vous aurez l'obligation d'indiquer le pourcentage de matière recyclée qui est effectivement présent dans votre emballage. Ensuite, deux exemples que je trouvais intéressants à vous partager. C'est l'exemple en haut à droite de sérum physiologique, qui avec un étui carton fabriqué en carton recyclé, donc à hauteur de 100%. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu aussi de la réduction de matière sur les dosettes de sérum physio et que ça a été traduit par moins 25% de plastique par lavage. Donc, on comprend bien que il y a moins 25% de plastique qui est utilisé par dosette, mais c'était intéressant de le rendre en regard de la valeur d'usage, on va dire. Laure, je prends 2 petites secondes. Je peux te couper une seconde sur les questions de Marion qui dit si la loi impose par exemple 20% de plastique recyclé dans certains emballages, alors on n'a pas le droit de le revendiquer, qui est idem pour le bisphénol A sans bisphénol A, alors que c'est interdit. Est-ce qu'on peut revendiquer des choses qui font partie du cadre réglementaire? Très bonne question. Très bonne question. Je pense que alors là c'est une analyse toute subjective, mais je pense qu'on parle de choses différentes. Je sais que le sang va être interdit notamment dans la cosméto si ce n'est pas déjà le cas, le sang parabène, etc. Le sang bisphénol A est interdit notamment lorsqu'il n'y en a jamais eu dans des emballages. Là, c'est un petit peu différent parce que on va parler d'un pourcentage de matière recyclée et que d'un emballage à l'autre, soit on va être au niveau minimum requis, soit on va être au-delà. Et là, il faut que la marque ait la possibilité de le claimer. Donc, je pense qu'on ne va pas forcément interdire aux marques qui sont au niveau de ce qu'impose la réglementation de pouvoir le claimer, mais ça, il faudrait le vérifier.
Typiquement, sur l'intégration de matières recyclées, il y a certaines marques de boissons qui commencent déjà à revendiquer le 100%, alors que l'obligation à date n'est pas au 100%. Je ne sais pas si je réponds à la question, voilà, à la question de Marion, mais c'est une bonne question. On la creusera aussi de notre côté pour avoir une réponse un peu plus précise. Alors, si j'avance, puisqu'on a quand même beaucoup de choses à voir aujourd'hui, François, n'hésite pas à me couper aussi, puisque c'est un peu compliqué de lire le chatter en même temps. J'ai vu que tu répondais à certaines questions. Mais voilà, s'il y a besoin aussi s'il y a beaucoup de questions en même temps et qu'on a besoin de prendre un petit temps questions-réponses, évidemment, on le fera. Le troisième point, c'est évidemment avoir un message qui soit sans ambiguïté. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'allégation doit être compréhensible et ne doit pas mobiliser des connaissances particulières. Donc on utilise un vocabulaire qui soit clair, précis, explicite. Et donc c'est ce que je vous disais, hein, qui n'appelle pas une connaissance, on va dire, technique. On donne une information de bonne qualité suffisante pour que le consommateur puisse en évaluer le gain. C'est-à-dire qu'il puisse se dire, bon bah voilà, ah oui, s'il y a X% d'emballage en moins, X% de matière utilisée en moins, je suis en capacité d'évaluer ce que ça représente. Et puis, on propose un message qui soit évidemment proportionnel à la réalité ou, comme je le disais, une allégation pouvant aussi être exprimée sous forme de logo, de visuel, de marquage. On n'utilise pas un logo qui puisse laisser croire au consommateur que le produit est plus entre guillemets encore, beaucoup de guillemets, écologique qu'il n'est en réalité. Typiquement, utiliser un logo sous forme d'arbre, par exemple, où on a vu aussi des iconographies océaniques pour parler de la réduction de plastique. Donc là, si on prend cet exemple particulier de l'iconographie, l'exemple en bas à droite, avec donc de la douche à la cascade, c'est vrai que là, on a quand même l'emploi d'une iconographie qui laisserait penser que finalement, utiliser cette gamme de produits pour prendre sa douche induit une totale innocuité, en tout cas de l'utilisation sur l'environnement, ce qui est évidemment pas le cas. Donc là, il faut faire attention avec ce type de représentation-là. Également, en bas à gauche, là, il s'agit d'une pub pour un biocide. Hein. Donc un biocide, c'est forcément quelque chose qui a de l'impact et sur l'environnement et forcément sur les nuisibles, puisque c'est un peu le but du produit. On ne peut pas parler de biocide qui soit naturellement efficace contre les fourmis. Hein. L'emploi du terme naturel, en tout cas, bon déjà, il ne s'agit pas de composants naturels, mais il ne peut pas du tout être utilisé et associé à un logo pour un biocide qui puisse laisser indiquer que du coup il n'y a aucun impact et aucun risque, ce qui pourrait être dangereux d'ailleurs si vous avez des enfants qui puissent jouer avec, par exemple. Un exemple intéressant, en haut à droite, celui de Soupline, qui là pour le coup donne différentes informations via à la fois du texte et des petits pictos. Donc là il s'agit d'un emballage de recharge pour recharger un bidon de 2 litres. Et on voit qu'il y a, Soupline claim du coup le 75% d'emballage en moins, avec une petite astérisque qui donne l'indication donc en moins quand on utilise 3 berlingots versus un bidon de 2 litres. Donc ça, vous avez la petite indication au-dessus du code barre. Et puis vous avez cette petite représentation graphique qui est plutôt bien faite avec ces 3 berlingots et un peu d'eau. Ça nous donne l'équivalent d'un bidon de 2 litres et de 27 lessives. Donc pour le coup, c'est assez bien fait et plutôt compréhensible pour le consommateur en termes de bénéfices attendus. Alors là, maintenant, ça va être à vous de jouer. Alors, juste pour prendre la question de Chloé, parce que c'est celle que je vois là tout de suite dans le chatter, quels sont les risques? Alors, attendez, sanctions financières et risques. Alors, les sanctions, on a dit, vous pouvez être sanctionné dans le cadre
du code de la consommation, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, pour publicité mensongère. On va dire qu'il y a assez peu de cas, c'est pas vous qui allez non plus vous autosaisir de cette autorité-là, mais sachez qu'il peut y avoir ce type de sanctions-là. Ça concerne plutôt les publicités médias, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, très clairement, la sanction la plus commune, celle que nous, on a déjà constatée et que on peut identifier très, très rapidement, c'est celle de la réputation et de l'irréputation, puisque c'est ce qu'on voyait, on a vu aussi à l'occasion du module 1. Clairement, n'importe quel consommateur aujourd'hui peut s'improviser lanceur d'alerte, prendre une photo de votre pack, vous interpeller sur les réseaux sociaux, et pour peu que cette personne ait un peu de et un certain nombre de personnes dans sa communauté, ça peut faire boule de neige. Donc c'est vraiment des choses que l'on ne recommande pas. Après, pour ce qui est des sanctions financières, écoutez, les sanctions financières, elles seraient potentiellement au niveau des bonus Citeo, c'est-à-dire que typiquement nous avons un bonus off-pack, de 4%, c'est-à-dire que si dans le cadre d'une de vos campagnes médias, vous intégrez un message visible, clair d'incitation au geste de tri, vous avez un bonus de 4% au titre de votre contribution sur la référence qui est concernée. Si toutefois, dans ce message, il devait y avoir par ailleurs une allégation qui n'est pas conforme à nos recommandations, vous ne pourriez prétendre à ce bonus. Voilà, pour faire simple. Pour répondre, je réponds pardon, alors je réponds juste à la question de Aude qui disait dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme visuel? C'est vrai que c'est difficile de répondre de manière très spécifique, de manière générale et de répondre à vos cas particuliers. Là, dans les exemples que leur montrer, on voit clairement qu'il y a des raccourcis qui sont faits entre la douche, la cascade qui vient, qui reste avec de l'eau purifiée malgré l'utilisation de gel douche. Donc il faut juste garder à l'esprit d'éviter de tromper le consommateur sur l'innocuité éventuelle du produit ou de l'utilisation de l'emballage. Et vous avez évidemment besoin de souligner le caractère un peu plus green, un peu plus amélioré de vos emballages ou de vos produits. Pour ça, utiliser la couleur verte, par exemple, sans dire ça protège la nature, sans montrer une forêt amazonienne alors que ça n'a vraiment rien à voir avec votre produit, ça reste acceptable. Mais il faut vraiment juste être vigilant au cas par cas. Voilà, et puis juste la dernière question de Julien, et ensuite on avance parce il est déjà 10 heures et on a encore beaucoup de choses à voir. Est-ce qu'on peut anticiper une communication exemple 100% recyclable sur un emballage recyclable seulement dans certaines régions? On va avoir, voilà, alors Marion précise, hein, tout à fait, trier dans les zones en extension des consignes de tri ne signifiera plus nécessairement recycler, puisque en fait dans les emballages qui se retrouveront dans le bac jaune, il y en a qui n'auront pas effectivement de solution de recyclage. Il y aura d'autres solutions, mais pas encore de solutions de recyclage si les filières ne sont pas encore créées. Anticiper l'utilisation du terme recyclable. On va y venir après. Les consignes, elles vont être harmonisées dès lors que 50% de la population française sera concernée par l'extension des consignes de tri. Donc là, on y sera cette année. Nous, on estime alors avoir aussi l'impact de la crise aujourd'hui, hein, qui peut ne pas être négligeable. Nous, on estimait avant ça qu'on y serait environ au mois de septembre. En revanche, sur le point du recyclable, faites attention, et notamment du 100% recyclable. Déjà, vous ne pouvez claimer recyclable que si votre emballage va être effectivement recyclable in fine. Certains emballages ne le seront pas, donc ça c'est notamment si vous avez fait une ACV ou si cela donne lieu à un rapport du COTREP, notamment pour les emballages en plastique. En tout cas, il faut que vous puissiez prouver que cet emballage sera recyclable. Et quant à l'utilisation du 100%, on n'utilise pas le 100% si ce n'est pas effectivement 100%. Voilà, ça fait partie, quand je vous parlais tout à l'heure des bonus off-pack qu'on peut ne pas accepter si certaines allégations ne conviennent pas. Celle-ci en fait partie. C'est-à-dire qu'on ne dit pas 100% recyclable sur un emballage qui n'est pas à 100%. Alors, si on avance sur quelques exemples, on va peut-être passer rapidement sur certains, mais à vous de jouer, OK ou KO. On commence par celle-ci qui n'est pas du tout dans notre domaine, mais qui met un peu en jambe.
Donc là, c'est une compagnie, c'est une pub qui date un petit peu pour une compagnie aérienne qui s'appelle Fly Greenjet, Greenjet, voilà, avec un petit texte qui dit voyager avec Greenjet, la compagnie aérienne bas carbone. Nous plantons des arbres pour que vous puissiez violer aussi souvent que vous le souhaitez. Et nous ne pensons pas qu'au voyage, tous nos repas sont bio et nous servons uniquement du café issu du commerce équitable. Voilà. Bon, alors la plupart, enfin, je pense la plupart tous, vous êtes d'accord sur le fait que oui, c'est absolument chaos. C'est-à-dire que typiquement la compagnie qui vous propose d'effacer votre empreinte carbone, ça c'est une allégation mensongère extrêmement abusive et même la compensation ne peut justifier l'utilisation de ce terme-là. On rappelle évidemment à tout le monde que la compensation n'est qu'une seconde option, c'est-à-dire une fois que vous avez déjà fait tout ce qui est possible pour diminuer l'empreinte de votre production. Sur le petit logo autoproclamé Eco-Assured, évidemment, on n'a pas de données ou d'éléments de preuve qui puissent le confirmer. Bon, le petit texte que je vous ai lu n'a aucun rapport avec le produit. Le fait de manger bio n'est pas une preuve, en tout cas de l'impact positif pour l'environnement. Et puis on a ce fameux graphisme, voilà, avec ces nuées vertes qui laissent à penser que les avions n'émettent pas de gaz à effet de serre. Donc c'est très fortement déconseillé de communiquer de cette façon-là. J'avance avec cet exemple-là. À vous. Ok ou KO. Ok. Donc là, on a déjà donné quelques indices tout à l'heure. En effet, donc ça, c'est un emballage de pistache en plastique biosourcé, je le précise. Donc le biodégradable compostable, évidemment, avec la nouvelle loi, ce sera en tout cas fortement compromis sur le biodégradable. Sur le compostable, il y a également il y a de fortes probabilités pour que cet emballage ne soit compostable qu'en unité industrielle. Donc cela ne pourra pas être claimé non plus. Et ce qui est extrêmement gênant également aujourd'hui, c'est ce hashtag no plastique avec cette iconographie, avec une petite tortue qui peut laisser penser qui laisse penser deux choses. Que on limite le plastique dans les océans en utilisant du plastique biosourcé, ce qui est absolument improuvable. Déjà, la première des choses, puisque en fait le plastique dans les océans dépend moins de la production que du geste. Et puis, on a une allégation qui est erronée et trompeuse. C'est-à-dire qu'à l'heure où le plastique est quand même un critère de choix ou de non-choix de certains produits, indiquer no plastique sur un emballage en plastique, même si biosourcé, ça reste un emballage en plastique, c'est clairement tromper le consommateur. Je vais passer rapidement sur cette allégation-là. Je suis désolée, parce qu'on doit avancer cette dernière allégation qui est plutôt très récente pour un fromage, une marque de fromage, donc OK ou KO. KO. Bon, je serais personnellement un tout petit peu plus nuancée. On va dire qu'il y a du bon et du moins bon. Je vais le faire en plusieurs temps. Donc oui, là on a la marque qui a voulu jouer un petit peu sur ses codes de marque. Il me semble qu'il n'y a pas uniquement que durable, il y a aussi responsable. Enfin, je crois avoir vu qu'il y avait en tout cas plusieurs claims différents. Mais c'est vrai que là, durable, c'est globalisant et que donc ça peut être visé par la loi. Et même avant la loi, on n'était pas forcément recommandé de parler de durable pour quelque chose qui n'avait pas qui utilisait pas le terme durable dans sa première acception, c'est-à-dire en termes de durée dans le temps. Ensuite, on a ce 100% qui, pour le coup, me paraît erroné puisque certes, on a une boîte en carton, mais que on a une feuille plastifiée à l'intérieur et que le plastique ne pourra pas effectivement être recyclé. Donc, on ne peut pas claimer le 100%.
Pour ce qui est du petit texte qu'on voit justement sur cette fameuse feuille, il y a des choses qui sont intéressantes et d'autres moins. Alors pour le coup, je vous ai mis tout ce qui était écrit. Donc nos fromageries participent à la réduction de consommation d'eau et d'énergie. Ça, pour le coup, il n'y a pas forcément d'éléments de preuve sur le pack. Alors après, c'est détaillé sur le site web, mais la marque pourrait au moins donner un pourcentage pour étayer cette information. Si on revient à la question de nos emballages, donc pour le coup, c'est assez intéressant de parler du sourcing et de la conception, le fait que les emballages sont fabriqués en France et imprimés avec de l'encre végétale. En revanche, il y a un souci sur la formulation du 100% recyclé, sachant que je pense que l'intégration de matière recyclée à 100% concerne uniquement la boîte et pas forcément la feuille. Donc c'est compliqué de dire nos emballages sont 100% recyclés. En plus, dans la formulation, dire qu'ils sont 100% recyclés, ça induit plutôt le fait que oui, ils vont être recyclés. Moi, je privilégierais plutôt sont issus à 100% de matière recyclée, ce qui est beaucoup plus clair pour le consommateur, et puis sont recyclables. En ce qui concerne la feuille plastifiée, non, ça n'est pas possible de le claimer aujourd'hui. Enfin, dernier point, c'est cette consigne de tri qui du coup est erronée puisqu'elle indique étui carton et feuille papier à recycler. Là, la feuille, on voit bien sur la photo qu'elle est très luisante, donc qu'elle est plastifiée et à première vue, je pense qu'il y a le matériau majoritaire est plutôt le plastique que le papier, donc on ne peut pas aujourd'hui indiquer feuille papier ni indiquer que c'est recyclé. En tout cas, ce qui est quand même à souligner, c'est que la marque a mis beaucoup d'éléments de communication et de preuve sur son site internet, donc ça c'est intéressant, mais il ne faut quand même pas négliger les éléments de preuve à apporter directement sur le pack pour accompagner les allégations. Alors, pour autant, c'est vrai que là on parle beaucoup, on voit beaucoup de dontes, hein, il y a des doux aussi, mais ce qu'on voit dans la période actuelle, on en avait largement parlé lors du premier module, c'est que vos consommateurs ils sont en attente de transparence et donc d'information. Et tout n'est pas greenwashing, c'est-à-dire à un moment, il vaut mieux, on sait qu'il y a des marques qui attendent d'être parfaites pour communiquer, sauf que ça peut leur porter préjudice, comme certaines finalement communiquent avant même d'avoir mené certaines actions. Donc il n'est pas nécessaire d'attendre d'être irréprochable pour communiquer. Vos consommateurs, ça les intéressera de savoir que oui, vous avez engagé une démarche, que vous avez des objectifs qui sont fixés et de les connaître et de savoir les actions que vous mettez en place pour y arriver. Laurie, est-ce qu'on peut répondre juste à deux questions? Tout à fait, avant de passer au label, exactement. Donc notamment la question sur la mention biodégradable qui va être interdite. Est-ce que ça rentre dans l'échéance de 2022? Sur le biodégradable, tout à fait. Après, ensuite, on a des questions sur la recyclabilité et notamment quand on a un mélange papier, donc carton, plastique, un alliage, est-ce que si le matériau est majoritaire, on peut indiquer que c'est à recycler? Oui, dès lors que le matériau majoritaire est papier. Là, en l'occurrence, il y avait quand même très très peu de chances que le matériau majoritaire soit du papier. Sur l'emballage qu'on vient d'évoquer ensemble, si cette feuille avait été composée à 51% de fibres, elle aurait pu indiquer en effet que c'était une feuille papier à trier. La dernière question de Stéphanie qui dit, donc je pense que tu as répondu, mais il faut peut-être repréciser cette question-là. Est-ce qu'on peut indiquer que c'est recyclable parce que c'est à mettre dans le bac jaune, même si derrière certains composants ne sont pas recyclés, donc par exemple dans le cadre de l'extension des consignes de tri? Alors, là, on parle bien de des consignes actuelles qui sont sur les packs, c'est-à-dire les consignes de tri nationales, donc des consignes de tri binaires qui disent à jeter, à recycler. Non, on ne va pas indiquer qu'un élément est à recycler s'il ne l'est pas effectivement. Dans le cadre de l'harmonisation des consignes de tri, qui se fera dès lors que plus de 50% de la population sera passée en extension des consignes de tri, on n'utilisera plus le wording
à recycler, mais un wording plus proche de à trier. Alors, est-ce que ce sera en ces termes spécifiques? Je ne sais pas encore, parce qu'on est en train d'y travailler d'arrache-pied, mais en tout cas, on ne dira pas recycler, on parlera bien de tri, et ça, c'est très important, puisque on le voit, hein, les consommateurs n'ont pas envie d'être trompés. Nous, on mène déjà des études sur ces zones qui sont en extension des consignes de tri, et il faudra être clair avec les consommateurs sur ce qui doit être trié. Donc, en l'occurrence, ce sera tous les emballages, mais ne pas indiquer recyclable sur quelque chose qui ne le sera pas in fine. Voilà. On va maintenant passer à la partie label et marquage environnementaux. N'hésitez pas encore à poser vos questions via le chatter. Je sais que en termes d'organisation, c'est un peu plus complexe pour nous parce qu'on ne les voit pas tout de suite, mais on essaiera de répondre à toutes vos questions et François m'alerte s'il y a un certain nombre de questions récurrentes. Alors, on recommence avec un petit quiz, mais extrêmement rapide. Que signifie ce logo? Alors, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. En fait, si on avait le Möbius, la boucle de Möbius seul sans le pourcentage, ça signifierait que l'emballage est recyclable. Le 50% à l'intérieur ne signifie pas que l'emballage est recyclable à 100%, mais qu'il contient 50% de matière recyclée. Ça, c'est un marquage qui n'est ni obligatoire, ni vraiment officiel, mais qui n'est pas interdit. Pour autant, il ne parle pas vraiment aujourd'hui aux consommateurs, ça on a pu le voir nous dans les études qu'on a menées. Second marquage, celui-ci, ce n'est quand même pas clair, on est d'accord, Marion? Ouais, là vous êtes quand même très au clair. Donc il s'agit bien du marquage qui désigne la résine PET. Je pense qu'on a des professionnels avec nous ce matin. Par contre, ça pour le consommateur, ça n'a aucune espèce ni d'importance ni ça ne favorise absolument pas leur compréhension puisqu'on a quand même un triangle qui ressemble un petit peu au Möbius de par les flèches, qui donne un numéro qu'on ne comprend pas et qui peut laisser croire que c'est un lien avec le recyclage. Or, pas du tout. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de logos qu'on voit sur les emballages et qui sont pas du tout clairs, pour les consommateurs. Donc, on a différents types de déclarations environnementales. On va avoir les logos environnementaux qui sont officiels. Donc, on a l'écolabel européen. Notamment, donc qui sont basés sur des référentiels précis, qui ont des approches en analyse de cycle de vie, qui sont réalisées en concertation, qui sont évidemment encadrées par les normes ISO, donc celles qui sont relatives à l'environnement, à la recyclabilité. Hein. C'est toute la série de normes ISO 14020, donc de 14020 à 14025. Et donc ces écolabels s'appuient aussi sur des cahiers des charges publics. Sur l'autodéclaration environnementale, ça c'est des allégations environnementales qui sont avancées sous la seule responsabilité du producteur, d'un prestataire de service ou d'un distributeur. Donc là, vous voyez, ça va être la boucle de Möbius seule, ça va être l'allégation recyclable ou 100% recyclable. Ça va être par exemple la boucle métal qui a été définie par la filière métal. Donc ce type d'allégation, elle est souvent limitée à une caractéristique environnementale du produit, ou alors elle concerne qu'une seule étape du cycle de vie du produit. Et ça, c'est pas forcément très clair, en tout cas pour le consommateur. Et puis vous avez aussi l'allégation de type 3, on va dire, sur l'éco-profil. Donc ça, c'est ce qui est encadré par la norme ISO 14025, qui consiste à mettre à disposition des consommateurs des données qui soient quantitatives sur les impacts environnementaux d'un produit, d'un couple emballage-produit, hein. Donc des dispositions qui sont souvent présentées sous la forme de diagrammes
ou parfois qui sont accompagnés de quelques informations qualitatives. Donc les diagrammes, vous allez les voir notamment souvent sur les D3E, les lave-linges, avec ce type d'affichage environnemental. On voit moins aujourd'hui sur les produits alimentaires, mais il y a de très fortes probabilités que la question vienne sur le tapis avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Parmi les logos, donc on a ce qui relève du champ réglementaire. Donc sur la nature des matériaux utilisés, on parlait du plastique juste avant, hein, mais il n'y a pas que le plastique. Là, le PAC 21, par exemple, ça concerne le papier et le carton. Au niveau France, puisqu'on a cette particularité, on a le Triman. On va le détailler un petit peu plus juste après. On a ce qui relève du champ contractuel. Pareil, on va le détailler. Aujourd'hui, on parle surtout du point vert, qui donc n'est plus une obligation en France depuis 2017, mais qui en plus avec la loi va certainement être pénalisé. On a ensuite ce qui relève des bonnes pratiques, donc ça va être la consigne de tri pour éclairer les consommateurs, ça va être aussi le tidyman que les consommateurs ne comprennent pas vraiment, mais qui indique, enfin qui a vocation à lutter contre le déchet sauvage en fait, et qui indique que l'emballage doit être déposé dans une poubelle, et puis ensuite on retrouve les autodéclarations de type 2 qu'on a vu juste avant, et puis on a la mise en avant de certains engagements, donc avec les cycles de vie complets, donc l'écolabel européen ou la norme NF, et puis les matériaux utilisés. Donc là, c'est plutôt l'information liée au sourcing. Donc il y en a qui sont relatifs, en effet, au sourcing, et d'autres à la fin de vie, ceux que vous voyez encadrés en rose. Donc là, sur les marquages environnementaux qui sont encadrés par la réglementation et notamment par la directive européenne CE 94/62, donc les emballages doivent indiquer la nature du ou des matériaux utilisés. Donc je cite, pour en faciliter la collecte, la réutilisation, la valorisation, y compris le recyclage. Donc on a des classifications internationales, c'est ce que j'indiquais juste avant, notamment relatifs au plastique, ou des numéros comme des numéros de licence qui sont attribués à chaque type de matériaux, des numéros de licence que vous pourrez retrouver aussi d'ailleurs en utilisant certains marquages comme FSC ou PEFC. On a aussi les marquages environnementaux réglementaires, donc au niveau français notamment, sur les sacs plastiques de caisse, donc qui sont supérieurs à 5 microns, ou alors les sacs qui sont maintenant utilisés notamment pour les fruits et légumes. Et qui doivent être compostables. Donc là, quid de l'évolution avec la réglementation à partir du 1er janvier 2022, toujours est-il qu'à date, les sacs réutilisables doivent absolument porter cette mention, donc indiquant que le sac est réutilisable et qu'il ne doit pas être jeté dans la nature, avec indication de la norme en vigueur. Pour ce qui est du Triman, puisqu'on a énormément de questions relatives au Triman, donc si on fait le point aujourd'hui, le Triman est indiqué, on va dire, concerne tous les emballages hormis les emballages en verre. Il concerne également tous les produits qui sont soumis à REP, donc responsabilité élargie du producteur. Donc on va avoir notamment le textile, les D3E, etc. Donc c'est une obligation aujourd'hui, mais elle peut être dématérialisée. C'est-à-dire que le Triman peut être aujourd'hui sur la page web, la page produit de votre site internet, par exemple. Donc ça, avec la nouvelle loi, ce sera
le marquage deviendra obligatoire sur le pack, accompagné d'une consigne de tri. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est-à-dire que le triman seul devait être apposé même si un seul élément de l'emballage, par exemple, était recyclable. Et du coup, si on avait uniquement cette information-là, le consommateur n'était pas capable de faire la distinction entre les éléments qui devaient être jetés et ceux qui devaient être recyclés. Avec la loi, le triman devient obligatoire, mais aussi avec la consigne de tri spécifique, élément par élément d'emballage. Ce qui change par rapport à aujourd'hui, ce sont deux choses. C'est que l'exemption du triman pour les emballages en verre est limitée aux emballages en verre de boisson, donc aux bouteilles en verre, pour faire simple. Désormais, les pots et les bocaux auront également l'obligation d'apposer le triman. Et puis le second point, c'est que aujourd'hui, le triman signifie que l'emballage ou le produit ou au moins un élément d'emballage est recyclable et qu'il bénéficie d'un système de collecte. Demain, tous les emballages, qu'ils soient in fine recyclables ou non, devront porter le triman. Sur la consigne de tri, j'ai commencé à le détailler en parlant du triman. Donc aujourd'hui, c'est plus une bonne pratique, clairement, qui aide votre consommateur à faire le bon geste. On sait qu'il y a deux leviers principaux de motivation au geste du tri. Ça va être la connaissance de la consigne et ça va être aussi la connaissance des bénéfices du recyclage. Donc c'est une bonne chose, selon nous, que la consigne devienne obligatoire on-pack. Donc elle devra évoluer, c'est ce que je disais tout à l'heure, vers une uniformisation dès lors que plus de 50% de la population sera couverte par un dispositif harmonisé, entendez l'extension des consignes de tri. Et ça, on évalue que ce sera cette année. We'll keep you posted sur ce sujet-là, puisque je vous le disais, nos estimations étaient autour de septembre. Évidemment, on vous donnera une info un peu plus précise lorsqu'on la connaîtra. Je vois qu'il y a des questions. François, tu me dis si on coupe un peu maintenant pour les questions ou si on avance. Peut-être je finis sur ces marquages-là, notamment avec le point vert, puisque ça, c'est aussi une question pour beaucoup d'entre vous. Le point vert, s'il faut le rappeler, c'est le symbole de la contribution financière des entreprises au dispositif de tri et de recyclage des emballages. Le point vert ne signifie absolument pas que l'emballage se recycle, et c'est là tout le problème, c'est que lorsqu'on fait des études, et on en a encore fait une là en début d'année, les consommateurs, quel que soit leur niveau de sensibilité et leur niveau d'information relative aux sujets environnementaux, pour eux, le point vert signifie que l'emballage se recycle. Et ça, c'est une source de confusion. C'est la raison pour laquelle l'obligation d'apposer le point vert a été levée en 2017 en France, et c'est la raison également pour laquelle cette signalétique, qui n'est pas nommée mais clairement visée dans la loi, pourra faire l'objet d'une pénalité à partir du 1er janvier 2021 cette fois-ci. Voilà. À noter que le point vert, c'est un marquage qui est commun à d'autres pays de l'Union européenne et qu'il reste obligatoire aujourd'hui dans 3 pays, l'Espagne, la Grèce et la République de Chypre. Voilà, donc ce qui pose question, on en est bien conscient, si vous avez des produits que vous commercialisez à la fois en France et en Espagne, et dans l'un de ces 3 pays en l'occurrence. Donc ça, cet article 62 de la loi anti-gaspillage, il fera l'objet d'un arrêté gouvernemental pour préciser un peu les modalités de cette pénalité. Les marquages environnementaux qui indiquent la recyclabilité. Oui. Je te coupe parce qu'il ne reste que quelques minutes. On a des questions qui sont intéressantes. Donc pour ceux qui peuvent rester encore 2 minutes, on va les prendre. Sur notamment la taille des marquages. Par exemple, pour les produits cosmétiques qui sont petits et qui n'ont pas beaucoup de place, si on n'a pas de place sur l'étui, est-ce qu'on peut le mettre sur le web? Et pareil sur les petits emballages globalement, quoi.
Alors, vous ne pourrez pas le mettre sur le web. En revanche, vous pourrez le mettre sur la notice. C'est-à-dire que l'article précise bien que le marquage, quand je parle de marquage, j'entends Triman plus la consigne de tri, pourra être présent sur l'emballage ou sur tout document, je ne sais plus quel est le terme exact, le document qui accompagne le produit. Donc, ça peut tout à fait être la notice. Je pense que dans le cadre de produits cosmétiques, vous avez cette possibilité-là. Est-ce qu'on doit obligatoirement utiliser le marquage type infoterie ou est-ce qu'on peut écrire simplement une phrase avec écrit flacon à jeter et en utilisant le Triman? Non, il n'y a pas l'obligation. Enfin, aujourd'hui, ça n'est pas une obligation que d'utiliser l'infoterie. Ça ne l'a jamais été. Citeo a éco-emballage à l'époque, avait proposé l'infoterie à partir de 2012, justement pour donner une consigne de tri qui soit harmonisée. En fait, le souci, c'est que, c'est pour ça qu'on parle de bonnes pratiques, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, les consommateurs comprennent mieux si on leur donne des repères. Et c'est vrai qu'avoir une consigne de tri harmonisée qui se présente toujours de la même façon, ça crée un repère, en fait. Aujourd'hui, l'infoterie, elle est présente sur 40 milliards de packs, donc ça pèse quand même. Oui, il y a des consignes de tri qui sont personnalisées. On est conscient qu'il y a des contraintes de taille. C'est pourquoi, avec l'infoterie, on avait développé des formats compacts pour pouvoir notamment accompagner les marques qui commercialisaient des emballages plus petits. Aujourd'hui, on a de l'infoterie sur des boîtes de tic-tac ou même sur des dosettes de sucre. Si vous allez prendre un café chez Paul, alors pas ces jours-ci parce que c'est fermé, mais à une autre occasion, vous regarderez sur les dosettes de sucre de Paul, vous avez la consigne de tri. Donc, il y a possibilité d'avoir ce type de format compact tout en conservant évidemment la lisibilité parce que c'est quand même l'objectif. C'est vrai qu'avoir une seule mention qui dit que l'emballage se trie ou se jette au même niveau que les mentions légales, c'est pas clair ni lisible pour le consommateur. Voilà. Et dans le futur marquage qu'on vous proposera, dans le cadre de ces fameuses consignes harmonisées en extension des consignes de tri, on vous proposera aussi du format compact. Alors, on va répondre à une dernière question et après tu peux peut-être sélectionner le contenu que tu veux finaliser. Alors, pour répondre aux questions qu'on a dans le chatter, on va essayer de synthétiser les questions qu'on a eues à l'écrit et de vous remettre les réponses qu'on a données dans le mail où on vous enverra le support et le lien vers l'enregistrement. Là, notre organisation est un petit peu compliquée en ce moment, donc on va essayer de faire au plus vite et on va essayer de vous joindre aussi le premier module. Donc une question sur la coexistence de ce marquage qui concerne la France et les autres marquages européens. Est-ce que Laure, tu as une recommandation sur comment faire tenir tout ça? Par rapport au Triman et à la consigne de tri, si j'ai bien compris. Exactement, par rapport au Triman et aux autres réglementations qu'on peut avoir sur, par exemple, dans les produits cosmétiques ou d'autres, ou un Nutri-Score ou d'autres choses. Tout à fait. Eh ben, il y a cette spécificité française en Europe. On a des discussions, nous, au niveau européen, et c'est vrai que cette spécificité du Triman pose question, en tout cas, nous amène beaucoup de questions de la part de nos homologues en Europe. L'obligation, elle sera là. Donc, il faudra trouver un moyen de mettre le Triman avec une consigne de tri. Maintenant, on est conscient qu'il y a des enjeux et notamment des enjeux de place sur le pack. C'est pour ça, dans le cadre des produits cosmétiques qui ont cette possibilité, il y a la possibilité de mettre ces marquages sur les notices. C'est pas forcément le cas partout, donc il y aura ces fameux formats compacts que nous on vous proposera pour la consigne de tri. Pour ce qui est du Triman, il y a une taille minimale à respecter, c'est 1 cm sur 1. Et après oui, il y a beaucoup de marquages qui sont aujourd'hui, enfin marquages ou information, parce que la composition c'est également une obligation sur les packs. Néanmoins, on voit aussi nous au quotidien que parfois on a l'information consigne de tri qui est utilisée au format compact sur des packs qui sont très grands.
Donc on est conscient de cette contrainte et on va l'adresser. On est en train aujourd'hui de travailler sur les nouveaux formats de consignes pour pouvoir vous les proposer. Encore une fois, vous proposer un format harmonisé qui crée un nouveau repère et qu'on vous encouragera vraiment à utiliser. Mais après, il y a aussi la question de ces fameuses bonnes pratiques, c'est-à-dire que si une marque est en capacité de mettre une infoterie et un triman sur une boîte de Tic Tac, il nous semble que c'est aussi possible de le faire sur des packs un peu plus grands, sauf que parfois certaines marques préfèrent privilégier des claims ou des informations plus personnelles, ce qui s'entend bien évidemment, mais il va falloir aussi, en tout cas, anticiper ça dans la production. Prends peut-être une minute ou 2 minutes pour terminer la présentation. Oui, L'heure a beaucoup avancé. Tout à fait. Il restait plus énormément de choses. Juste si je dois finir sur un point, parce que la question du compost a été posée et du coup, je pense que ça a un peu en intéressé certains, puisque on voit aussi ce marquage se développer sur plus en plus d'emballages. Donc le marquage OK compost de TUV, en toute logique, ne pourra être utilisé que avec le home compost et pas le compost industriel. Donc ce marquage sera aussi en partie interdit sur le pack. On vous précise quand même que nous on l'a testé ce marquage dans le cadre de 2 études qu'on a menées, qu'il n'est pas compris par les consommateurs et que en aucun cas il ne constitue une consigne de tri. Donc là pour le coup vous ne pourrez pas utiliser ceci en guise de consigne de tri. Il faudra toujours apposer une consigne de tri concomitante, on va dire. Donc là, en termes de place, choisissez aussi ce que vous voulez mettre en avant et encore une fois avec l'objectif d'apporter la meilleure information pour vos consommateurs, celle qui soit la plus compréhensible. Voilà. Sur le reste, c'était des détails. De toute façon, vous aurez tout dans la présentation. On développait un petit peu le ruban de Möbius dont on a déjà un petit peu parlé auparavant. Et puis les marquages FSC, PEFC qu'on développait un petit peu plus, ainsi que l'écolabel, mais on en a déjà parlé beaucoup. Un dernier point sur les supports de référence. Donc là, vous aurez les liens dans le support PDF. Donc nous, Citeo, on a produit un guide de la communication responsable qui fait un résumé un peu de tout ce qu'on s'est dit qui est disponible sur notre site. Et puis vous avez aussi les guides dont je vous ai parlé, celui des allégations environnementales du Conseil national de l'emballage, le guide des allégations du ministère des Finances qui va être réédité par le CNC très prochainement, le Green Anti-Greenwashing de l'ADEME et puis les recommandations de la RPP. Vous aurez tout ça dans le support que nous vous enverrons idéalement dans les 24 heures. Le prochain module, on parlera un petit peu plus précisément du plan de communication et des différents thèmes de la communication liés aux emballages et au papier. Et un dernier point très important, pour la prochaine connexion, remettez bien vos noms et prénoms et s'il vous plaît, nous allons vous envoyer une enquête de satisfaction. Si vous en avez le temps, prenez vraiment le temps d'y répondre, c'est important pour nous, particulièrement ces temps-ci, parce que du coup on adapte aussi notre organisation au confinement. Donc merci d'avance de prendre le temps de répondre à cette enquête. Voilà. Et merci à vous pour votre participation ce matin. Vous étiez très nombreux. Ça nous fait très plaisir. Voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à tous.